Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse de la République centrafricaine pour l'Assemblée générale des Nations unies. Cette conférence de presse sera organisée en français. C'est un plaisir de recevoir le chef de l'État, président de la République, M. Faustin Archange Touadéra. Merci. D'accord. Donc, je voudrais tout simplement vous remercier. Nous sommes à New York et profitant de votre micro pour essayer de parler de la République centrafricaine, de nos défis et des perspectives que nous pensons pour notre pays. Donc, je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions sur l'ensemble de ces enjeux. Nous allons donc utiliser le système de questions-réponses qui est plus simple pour s'assurer que les journalistes reçoivent bien l'information qu'ils désirent lors de cette conférence de presse. Je crois que nous avions Africa News derrière. Merci. Bonjour, Monsieur le Président, et bienvenue à New York. La situation sécuritaire, il y a une recrudescence aujourd'hui de la situation sécuritaire dans le pays. Comment est-ce que vous comptez gérer les tensions, surtout dans la partie nord-est de la Centrafrique? Récemment, vous avez remplacé votre ministre de la Défense. Est-ce qu'un nouveau mandat, est-ce que le nouveau vient avec un nouveau mandat pour mieux contenir la sécurité dans le pays? Merci. Vous l'avez bien signalé, la situation, ces derniers temps, il y a eu des recrudescences au niveau des violences. Mais je pense qu'il faudrait repartir en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. Aujourd'hui, depuis la crise, la République centrafricaine, en termes de forces de défense et de sécurité nationale, nous n'avons pas une armée, nous avons des hommes. Mais ces hommes ne sont pas aujourd'hui en capacité de pouvoir se déployer sur le terrain. Il n'y a que les forces des Nations unies. Dès ma prise de fonction, le 30 mars 2016, il y a eu l'annonce du retrait des forces sangaristes. Ça fait à peu près une capacité de 2000 hommes qui sont partis. À l'est, que vous avez signalé, là où il y avait les forces américaines et les forces ougandaises qui luttaient contre la LRA. Il y a eu une capacité de près de 2000 hommes qui occupaient l'Est. L'Ouest, en République centrafricaine, tout récemment, comme vous l'avez vu, la MINUSCA a vu sa capacité réduite avec le départ des contingents congolais. Alors, tout cela crée donc des appels d'air, un vide qu'il faudrait, à chaque fois que la MINUSCA, avec sa capacité actuelle réduite, doit couvrir. Le territoire est grand. Nous n'avons pas de force de défense nationale en position de se déployer. Les groupes armés ont gardé leur capacité. Et en même temps, ces départs font des appels d'air. Et comme nous savons aujourd'hui, ces groupes armés, pour ce que nous savons, il y a plus de prédation que vraiment de volonté politique. Et ils se battent autour des zones minières, là aussi pour les transhumances, et également pour les barrières illégales pour les ressources. Alors, la capacité, la seule force, c'est les Nations unies, avec des capacités moindres, un territoire grand. Et avec tous ces défis, je pense que ça explique en partie les violences que nous avons connues ces derniers temps. Donc, nous pensons, au jour d'aujourd'hui, pour répondre à ces défis, c'est d'abord renforcer la capacité
de la MINUSCA qui est sur le terrain. C'est-à-dire en termes d'hommes, augmentation des contingents. Et en même temps, la capacité en équipement pour permettre de couvrir le manque à gagner et aussi le nouveau champ créé par le départ. Et comme vous constatez, c'est la recrudescence, la violence, c'est vers l'Est. Cet appel d'air dû au départ des forces ougandaises, et aussi c'est une zone minière. Et il y a aussi la transhumance de ce côté-là. Donc tout ça, tous ces ingrédients font que nous constatons qu'il y a ces recrudescences de violence à l'est du pays. Donc, deuxièmement, si on renforce la capacité actuellement de la MINUSCA, et en même temps, à long terme, commencer à la formation, à équiper les FACA, parce que nous avons formé, grâce à l'EITM, un contingent des FACA, un deuxième contingent disons fin décembre. Si on nous aide, si on nous appuie dans notre requête pour l'équipement ça pourrait aider justement de manière ponctuelle à couvrir ces besoins sécuritaires. Évidemment, nous avons mis en place un nouveau gouvernement proposé par le Premier ministre avec une mission précise, la restructuration de nos forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous avons, avec nos partenaires, défini un plan national de déploiement de ces forces, de manière concertée. Ça, c'est déjà un premier pas. Et en plus de cela, nous avons, pour les forces qui sont en formation, il y a un plan de déploiement avec la MINUSCA pour permettre justement, si ces forces-là sont équipées, pourraient peut-être prendre le relais dans les zones où on estimerait qu'elles pourraient aider justement à la sécurisation du pays. Voilà en gros la situation que nous vivons. C'est vrai que c'est difficile, mais il y a l'aspect politique aussi que nous poursuivons. Il y a en ce moment, sur le plan national, un dialogue avec les groupes armés dans le cadre du comité consultatif et de suivi où tous les 14 groupes armés sont regroupés et nous travaillons pour justement mettre en place le processus DDR. Tout récemment, nous avons lancé le programme pilote qui marche bien à Bangui et cette semaine serait déployé dans un certain nombre de villes de province où nous comptons appliquer donc ce dispositif de pilote, DDR pilote. Alors tout cela, nous pensons, et il y a aussi le 11-12, il y a le panel de l'Union africaine qui a commencé sa première réunion. Et je pense que tous ces éléments-là, mis bout à bout, doivent nous permettre justement de retrouver la paix, la quiétude pour régler ces problèmes sécuritaires dont vous parlez. Parlons du renforcement de la capacité de la MINUSCA. De combien de troupes est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? Et pour ce qui concerne les équipements, quels sont vos besoins? Déjà, si je n'ai pas les éléments précis, mais je pense que la capacité actuelle de la MINUSCA est sous la barre qui était prévue dès le départ. Et en même temps, les charges ont augmenté. Je vous ai dit qu'il y a eu le départ d'abord des contingents de la RDC, qui étaient déjà partis et qui n'ont pas été remplacés. Il y a eu le départ des Congolais qui sont partis récemment. En plus de cela, il y a les Ougandais qui sont partis à l'Est. Ça aussi, il faut couvrir. Donc ça, c'est des besoins nouveaux. Ça, c'est des besoins nouveaux qu'il faudrait absolument couvrir. Je pense que, à mon humble avis, 4 contingents, 4 machins pourraient peut-être aider à couvrir ces besoins-là. Si je risque en donnant à peu près ce chiffre-là. Mais ce qu'il faudrait aussi, par la capacité technique, il faudrait renforcer un peu la MINUSCA dans ce sens-là. Monsieur le Président, si je peux me le permettre, c'est la question sécuritaire que vous venez d'aborder. Il y a aussi la question du retour de l'autorité de l'État. Vous avez, après les réunions de Bruxelles et pour les réunions de Bruxelles, développé avec le gouvernement un plan de retour de cette autorité de l'État. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu un update de ce qui est en cours? Bien sûr, ça c'est... outre les questions sécuritaires que je viens d'évoquer, il faudrait que l'État reprenne
ses pleines fonctions au niveau de l'ensemble des... Alors, nous avons récemment nommé des préfets. Nous avons mis en place un dispositif avec la communauté internationale, avec l'appui de la communauté internationale, un plan de redéploiement, un plan pour vraiment le redéploiement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Nous avons pris par exemple la ville de Bambari, ville pilote, où un plan de développement de cette ville, et y compris donc le déploiement de tous les services de l'État dans cette ville qui pourrait nous aider à poursuivre, par exemple, au niveau des villes comme Bria, où aujourd'hui il y a un certain nombre d'actes de violence et que nous pensons qu'il faudrait agir de la même façon sur Bambari, sur Bria. Donc il y a tout un dispositif aujourd'hui. On est en train de structurer, d'avoir un plan concerté avec les partenaires pour obtenir leur appui. Et tous les services de l'État devaient être en capacité de pouvoir se déployer dans l'arrière-pays. Et comme vous savez, c'est difficile pour un certain nombre de fonctionnaires, là où il y a des violences, de continuer pour des questions de sécurité sont rentrées. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de préparer leur retour pour permettre d'aider ces populations qui, aujourd'hui, ne peuvent pas bénéficier des services publics de l'État dans ces zones-là. Et bientôt, je pense que nous avons nommé les préfets. Il y aura aussi des sous-préfets qui seront nommés pour compléter en ce qui concerne les autorités dans ces zones-là, mais qui seront appuyés par les services déconcentrés de l'État. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il y avait une question de RFI à l'arrière. Excusez-moi. Bonjour, Monsieur le Président. Juste pour parler concrètement là, de la réunion qui vient cet après-midi, réunion à huis clos, qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? Est-ce que c'est seulement un point d'étape que vous faites, ou vous avez vraiment un message à faire passer, et à quels interlocuteurs, s'il vous plaît? Merci. Cette réunion est très importante pour la République centrafricaine. C'est d'abord de recentrer aussi l'agenda de nos partenaires sur la République centrafricaine et faire le point des avancées, parce qu'il y a des avancées. De faire le point de tout ce qui a été fait pendant cette période-là, depuis la table ronde de Bruxelles. Je pense que nous avons fait beaucoup de progrès, notamment sur les questions que vous avez évoquées tout à l'heure, les questions sécuritaires, le DDR qui a démarré. Nous sommes avancés au niveau de la formation des FACA, au niveau de l'autorité de l'État. Aujourd'hui, il y a un dispositif pour redéployer l'État sur l'ensemble du territoire. Il y a un certain nombre de projets suite à la table ronde de Bruxelles que nous avons entamé. Donc, il faut faire montrer à nos partenaires que depuis Bruxelles, il y a eu des actions qui sont menées afin de les remobiliser. Sur le plan politique, il faudrait aussi montrer qu'il y a des avancées, il y a du travail. En ce moment, j'ai signalé tout à l'heure le panel qui s'est déjà tenu, le dialogue dans le cadre du CCS qui se poursuit, et les différentes réunions dans le cadre du comité d'orientation pour le RCPCA, avec tous nos partenaires, le comité stratégique du programme DDR, où nous faisons le point avec l'ensemble de nos partenaires sur l'état d'avancement de ce dispositif. Il y a bien des choses sur lesquelles nous devions parler pour que les partenaires qui ont accepté de nous aider, qu'ils soient au courant et qu'ils continuent de maintenir la République centrafricaine dans leur agenda. Et aussi, nous avons encore des défis, par exemple les défis humanitaires. Aujourd'hui, avec les pics de violence que vous avez
signalé tout à l'heure, il y a des besoins énormes dans ce sens-là qu'il faudrait parler pour que les partenaires puissent nous aider. Il y a eu des promesses. La mobilisation au niveau humanitaire n'avait pas atteint un niveau important, mais je pense qu'il faudrait toujours en parler. Mais enfin, la République centrafricaine vit un moment critique de son histoire. Si on ne nous appuie pas, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une volonté du peuple centrafricain de sortir et de tourner la page de cette crise. Mais on a besoin encore de soutien de nos amis. Et si on ne le fait pas en ce moment-là, il y a des risques. Et c'est le message que nous voulons porter. C'est ce message d'espoir, mais avec beaucoup de défis. Des défis que nous voulons partager avec les amis de la République centrafricaine. Si je comprends bien, parce que vous dites continuer de nous maintenir dans l'agenda de vos partenaires, est-ce que ça veut dire qu'avec les différentes crises qu'il y a sur le continent, que ce soit le Sahel, que ce soit la RDC, que ce soit le Burundi, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, votre pays passe un petit peu au second plan de la mobilisation ? Il y a des risques. Il y a des risques et qu'on nous oublie, puisque en fait, nous ne sommes pas seuls. Il y a beaucoup de choses, comme vous le dites, mais la situation de la République centrafricaine est une situation... aujourd'hui, j'ai écouté Madame Sirleaf parler de ce qui s'est passé au Libéria. C'est une histoire positive. Et je pense que pour la République centrafricaine, ça pourrait être une histoire positive. Et c'est le moment. Et je pense que... si aujourd'hui on appuie la MINUSCA, si on renforce la capacité des FACA, si les fonds mobilisés, disons, pour les ressources promises à Bruxelles sont mis à disposition de la République centrafricaine, je pense que d'ici quelques années, ça va être une histoire positive. Et il faut le dire que la communauté internationale a beaucoup investi pour que nous arrivions à ce niveau-là. Et ce serait quand même difficile de voir tous ces efforts-là vraiment retomber justement à ce moment crucial. Et nous avons besoin d'attirer l'attention de nos amis sur encore un soutien à apporter pour que cette histoire devienne vraiment une histoire de succès et aussi montrer que la volonté du peuple centrafricain est claire et nette, et nous pensons qu'il y a espoir de ce côté-là. Si je peux me permettre une petite précision, la réunion tout à l'heure, donc sous la coprésidence du secrétaire général des Nations Unies, du président de la Commission de l'Union africaine et bien sûr principalement du président de la République, M. Touadéra, aura la participation de 17 ministres des Affaires étrangères. C'est donc une preuve vraiment d'un succès et d'un intérêt très important à cette réunion. Un press take-out sera organisé à l'issue de la réunion à 18h20. Nous avions, je crois, Georges et puis Mathieu. Georges. George Baumgarten de la publication en ligne Africa Connect. Je ne sais pas si ma français est assez bien de vous questionner, mais j'essaierai et je répéterai après. Comment est-il possible de défendre vos petits pays dans le Haut-Ubangi contre toutes les attaques que vous disiez de beaucoup de directions que which you have told us. How is it possible to defend your country, which is all the way up the Ubangi? It is a relatively small country, against the attacks you describe. J'ai comprendu quelques de votre réponse. Against all the attacks you described from all these different directions. Comment défendre le pays par rapport aux attaques qui viennent de l'étranger? Parce que vous êtes en enclavé comme ça. Pas l'étranger, les différentes parties du pays. À partie du pays. C'est une multiple menace. Oui, ben, comme vous le dites, il y a beaucoup de menaces. Aujourd'hui, nous avons sur le terrain, il y a la MINUSCA. Pour l'instant, c'est la seule force que nous avons pour la protection de nos populations.
et pour répondre aussi à ces différentes menaces que vous l'avez. Mais pour l'avenir, nous sommes en train de mettre en place, de restructurer nos forces de défense et de sécurité. Nous avons donné donc une vision très claire, une mission très claire. Aujourd'hui, ce serait plus une armée de projection qui va rester à Bangui et qui va se déployer. Ce serait, dans les années à venir, une armée de garnison. Avec les menaces identifiées, nous allons positionner des zones de défense pour permettre justement de répondre à ces différentes menaces internes. Et bien entendu, la question que vous posez, elle est stratégique. C'est pour cela que la situation de la République centrafricaine, qui est au cœur de l'Afrique, et comme vous voyez à l'ouest du pays, au nord, il y a les menaces aussi extérieures de Boko Haram. À l'est, il y a aussi le Sud-Soudan. Il y a aussi des conflits à ce niveau-là. Si nous nous prenons garde et que ces deux conflits, que ces deux situations se rejoignent au niveau de la... ça va pratiquement embraser toute la région. C'est pour cela que nous pensons qu'il est important que le tampon que constitue la République centrafricaine aujourd'hui au niveau de la zone, de la sous-région, elle est c'est une situation très importante. Donc, pour l'instant, la République centrafricaine n'a pas de force opérationnelle sur le terrain. C'est pour elle, dans l'urgence, il faudrait soutenir la MINUSCA, renforcer sa capacité en hommes et en matériel. Et en même temps, la MINUSCA va être là, mais nous devrions aussi penser à la restructuration de nos forces de défense pour couvrir les besoins, les menaces dont vous parlez, les menaces internes. Et pour ça, il faudrait travailler, nous aider, par exemple, à très très court terme, nous aider à avoir du matériel pour les contingents, les deux bataillons qui vont être formés pour que ces bataillons soient opérationnels. J'avais dit tantôt que nous avons défini avec tous nos partenaires donc un plan de redéploiement concerté de ces deux bataillons qu'il faudrait absolument équiper. Et nous profitons de ce micro pour demander l'indulgence du comité de la commission de sanctions pour qu'on tienne compte de cet aspect, parce que si nous ne faisons rien, la situation risque d'être très 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 difficile. Déjà que c'est une zone où il y a beaucoup de circulation d'armes, armes légères et autres, puisque nous n'avons pas encore vraiment été au bout de notre processus de désarmement. Ce qui se passe à l'ouest, ce qui se passe à l'est, et s'il n'y a pas cela, et s'il y a jonction, je pense que ça va être extrêmement difficile. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais sur le plan stratégique, je crois qu'il y a lieu de regarder très très bien cette situation, parce que la situation de la République centrafricaine ça va être un problème aussi régional, si on y prend garde. I think I got the gist of that, but if you could just summarize very briefly. I will see you after maybe the press conference. Okay. Mathieu, in French? Je vais essayer. On parle beaucoup ici de l'abus sexuel. Et je voudrais savoir votre pensée comme président. Que doivent faire les Nations Unies de cette problème? Il paraît que les Nations Unies ne parlent pas avec les victimes, selon Code Blue. Comme président d'un pays, de ce pays, que doit faire pour arrêter ce problème? Mais vous savez, c'est un problème très très important, surtout pour la République centrafricaine. Si vous posez la question, les victimes sont des centrafricaines, et que pour nous, nous devions défendre
surtout ces victimes. Il faudrait que ces victimes rentrent dans leurs droits, qu'on puisse s'occuper des victimes. Et bien entendu, il y a toute une procédure au niveau des Nations Unies pour des cas avérés. Et là, la sanction, ou tout au moins, vient des pays contributeurs. Donc nous demandons leur coopération pour que justice soit rendue aux victimes. Aux victimes. Donc je pense que notre sentiment, c'est que c'est la protection de ces victimes en tant que, puisque ce sont nos compatriotes qui sont dans cette situation et qui réclament réparation, qui réclament aussi leurs droits en tant que tels. Voilà. Nous voulons que justice soit rendue à ces victimes-là. Vous allez parler avec un nouveau officiel des Nations Unies pour les victimes, Advocate for Victims, Jane Connor. Vous allez parler avec cet officiel ici à New York? Bon, nous n'avons pas... mais j'ai assisté ce matin, je pense que c'était hier, à une session que le secrétaire général et nous soutenons. Et d'ailleurs, nous allons très bientôt signer, nous aussi, ce contrat, parce que c'est très important pour nous, pour le peuple centrafricain. Nous retournons chez BBC Afrique et Africa News. Monsieur le Président, pour revenir aux forces centrafricaines, il y a des voix qui s'élèvent au sein de la société civile centrafricaine demandant la levée de l'embargo sur les armes pour pouvoir permettre aux forces armées centrafricaines d'être également sur le terrain pour combattre les groupes armés. Quelle est votre position là-dessus? Comme vous dites, je l'ai dit, je crois que tout au long de cette interview, je n'ai parlé que de ça. Je pense qu'il y a effectivement l'embargo sur les armes en République centrafricaine. Mais il y a aussi des procédures d'exemption. Et nous sommes en train de travailler pour que, disons, pour remplir ces conditions d'exemption, pour nous permettre justement de doter les deux bataillons qui seront formés. Sur place, il y a du travail. Nous le faisons avec nos partenaires. Nous venons de mettre en place une commission qui va se charger, avec le soutien de tous les partenaires, pour voir tous les éléments qui figurent dans les conditions d'exemption sur cet embargo. Et nous travaillons là-dessus. Et je pense, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je profitais de ce micro pour demander l'indulgence de la commission des sanctions pour que si des requêtes arrivent dans ce sens-là, qu'on puisse examiner cela avec la diligence nécessaire et aussi avec un œil favorable. Quand est-ce que vous allez adresser votre demande de la levée de l'embargo? Bien sûr, dès que nous aurons, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments. Ça commence par la formation. Il faudrait d'abord qu'il y ait exemption pour les militaires formés. Et comme nous avons déjà formé un bataillon, il nous faut encore... Il y a d'autres éléments que nous sommes en train de réunir pour formuler notre requête. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci. Merci beaucoup pour votre temps, Monsieur le Président. Nous avons vous laissé. Nous savons que vous avez de nombreuses audiences. Merci aux journalistes pour leur intérêt et merci également pour les téléspectateurs qui nous regardent en direct sur la télévision centrafricaine. Merci. Tu cachais ton français. Je ne sais pas si j'ai bien compris vos questions, mais écoutez, comment ça va? Ça va. Good to see you. It's not easy. Yeah, I know. We're going to win this fight. We feel in control. I think we are going in the right direction. It's tough. This is why I like. Wonderful. Think we should give you more resources.
and stop pretending that having an impact on places where they don't. Exactly. Right? They should focus on that. I like that. Raise your voice. There's a few places that no one can do it except the UN. Focus there, do a good job. And then people will help you somewhere else. You think one can do it? No. So, Bon, right? je vais vous voler un petit peu tout à But l'heure. my focus is really on Thématique que vous avez évoquée, forcément, mais and vous this is a place where d'accord, on va bien vous avoir que pour Donc on passe à 18h30. to make it D'accord, bah, par contre, précisez-moi où c'est, parce que je me perds dans les couches. we need to really push